Bonjour, bienvenue à cette table ronde. Je suis Bénédicte Tassard, je suis responsable du service international à la radio RTL. Bienvenue à tous. Merci d'écouter cette table ronde que nous avions intitulée au début, il y a quelques mois, quand nous avons préparé cette session, nous l'avions intitulée « La France rogne-t-elle ses promesses en matière de soutien à l'Ukraine ?» Alors depuis, l'actualité est passée par là, et notamment, on va en parler, aujourd'hui par exemple, le Conseil européen à Bruxelles va discuter énormément des questions de défense, et on s'est dit, bon alors on va peut-être faire plutôt, la France prendra-t-elle la tête de ce qu'on appelle aujourd'hui la coalition des bonnes volontés, on va en reparler, sera-t-elle à la hauteur si les États-Unis ne débloquent plus d'aide militaire et d'aide financière après la dernière tranche décidée par Joe Biden avant son remplacement par Trump? Quelles armes, quelles troupes, qu'est-ce qui aiderait les Ukrainiens le plus? La volonté politique est-elle présente dans notre pays? Y a-t-il consensus? Il y a plein de questions et nos invités vont d'abord faire un petit point sur ce qu'ils ont envie de vous dire, sur ce qui leur semble important, et puis nous allons prendre les questions dans la salle bien sûr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Printemps de l'écho. Les questions, j'espère qu'elles vont venir aussi en visio des étudiants de l'INSEC et du lycée Paul Verlaine de Reims. Bienvenue à vous sur les réseaux. On espère que vous nous voyez bien et que vous allez participer. Nous sommes donc aujourd'hui avec Oksana Melnichuk. Bonjour. Vous êtes politologue ukrainienne et vous transmettez ici en France les informations d'Ukraine et la volonté du gouvernement ukrainien. Vous faites un petit peu la courroie de transmission entre nos deux pays. Julien Malizard, bonjour. Bonjour. Spécialiste des questions défense, vous êtes titulaire de la chaire économie de défense à l'Institut des hautes études et de défense nationale. Et puis Florent Parmentier est avec nous depuis Lyon. Bonjour, monsieur Parmentier. Bonjour. Chercheur spécialiste des Balkans au centre géopolitologue aussi, chercheur au centre de recherche de sciences politiques. D'abord, Julien Malizard, on va faire un petit point avec vous, un point sur l'aide française à l'Ukraine depuis 3 ans. Comment est-ce qu'on aide l'Ukraine, concrètement? Donc, pour cette petite présentation, je me suis appuyé sur les chiffres qui sont publiés par le Kiel Institute for the World Economy. Et c'est des chiffres qui ont été contestés notamment par le gouvernement français, mais c'est bien aussi, dans un environnement international, de présenter ces chiffres. Donc ça présente les éléments cumulés depuis février, de février 2022 jusqu'en décembre 2024. Donc on n'a pas les tout derniers chiffres dans les indications du Kiel Institute. On est sur un montant total, donc militaire et autres types d'aides qui sont économiques et humanitaires, de quasiment 270 milliards de dollars. C'est pareil à peu près en euros, de toute façon. Ça représente plus que le PIB de l'Ukraine avant la guerre, qui était de 200 milliards de dollars. Donc on est évidemment sur un montant d'aide qui est significatif. Quand on regarde la géographie de cette aide, enfin son origine en tout cas, on a 132 milliards qui viennent de l'Union européenne, 114 milliards qui viennent des États-Unis. Donc on a bien ici une prééminence des Européens par rapport aux États-Unis. Et cette prééminence, on la retrouve moins dans les types d'aides, et en particulier l'aide militaire, qui est plutôt donnée par les États-Unis, ce qui était très vrai au début de la guerre, ce qui s'est étiolé au fur et à mesure de la période. Et aujourd'hui, on est quasiment à parité, même si les Américains donnent 64 milliards en cumulé contre 62 d'aides militaires pour les Européens. Donc ça, c'est pour l'aide totale des pays européens. Quand on fait pays par pays au sein de l'Union européenne, on constate qu'il y a une géographie qui est là aussi différente. Ceux qui ont donné plus de 2% de leur PIB cumulé sur la période, ce sont les États baltes, c'est la Pologne, qui ont donné plus de 2% de leur PIB d'aide à l'Ukraine. Si on regarde les pays nordiques, on est entre 0,75 et 1,5% du PIB. Si on regarde l'Allemagne, on est à 0,75% de son PIB. Si on regarde la France, et c'est le même montant pour le Royaume-Uni, on est à 0,5% du PIB français donné à l'Ukraine, dont l'essentiel vient en fait de la quote-part de l'Union européenne liée au budget français là-dedans. Donc en fait, les dons directs de la France qui
qui ne passe pas par l'Union européenne, c'est 0,2% du PIB français. Donc quand on regarde après dans le détail de cette aide, l'aide militaire française, en cumulé sur la période, c'est 3,5 milliards d'euros. C'est 2,7% du total. Donc quand on regarde en chiffres, on n'a pas donné beaucoup par rapport à d'autres pays. Donc ça, on est 8e dans le classement. Mais après, on se positionne mieux que certains grands pays, notamment l'Italie, qui on a donné presque 3 fois plus. Et je vous interromps 2 secondes. Est-ce que ces chiffres sont fiables? Parce que le Kiel Institute, nous, en tant que journalistes, on dit souvent au gouvernement, on leur donne ces chiffres-là. Ils nous disent oui, mais on ne vous dit pas tout. Alors, il y a des éléments pour lesquels on n'a pas toutes les quantifications. Certains éléments liés notamment à des dons, il y a des différences d'appréciation sur la valeur des biens. Le gouvernement français va dire que ça a une valeur importante, là où en fait c'est des matériels souvent d'occasion, qui stratégiquement ou tactiquement sur le champ de bataille peuvent avoir une certaine valeur, mais qui d'un point de vue strictement économique en ont beaucoup moins. Et il y a des éléments qui ne sont pas calculés dans le Kiel Institute, c'est la formation des personnels. Et il y a eu une brigade, ça a été largement documenté, notamment... La brigade de Kiev. De Kiev, exactement. Et après, il y a aussi du renseignement. On a vu le chantage aussi du président américain vis-à-vis de ça récemment. Et la France, c'est c'est le pays européen où il y a le plus de satellites militaires, ce qui est très important pour le renseignement. Donc en fait, et ça le Kiel Institute, il regarde de manière très concrète combien de véhicules blindés, combien de canons d'artillerie, etc. Et donc là, on est sur quelque chose de plus difficilement palpable, et donc ça part hors du radar. On peut imaginer que on est sur plutôt un étiage bas en fait dans les chiffres du Kiel Institute. Il y a des choses tangibles par contre. Si on regarde là, on prend les réfugiés par exemple, la France n'a pris que 64 000 réfugiés ukrainiens, c'est 0,9% de la population, c'est 3 fois moins que l'Italie, c'est 4 fois moins que la Moldavie, que l'Ukraine. La Moldavie, donc qui partage une frontière, c'est quasiment 5% de sa population qui est partie en Moldavie. Donc la France, elle est 34e dans le classement des réfugiés. Là aussi, ça compte, et là pour le coup, on n'est vraiment pas bien positionné là-dedans. Pour revenir plus spécifiquement sur l'aide militaire, donc 3,5 milliards, dont on voit bien qu'il manque une partie des chiffres. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au début de la guerre, on était plutôt sur des dons de stock. Donc on prélevait directement dans les parcs des équipements des différents pays, et on les livrait à l'Ukraine. Depuis 2023, on est plutôt sur des commandes, c'est-à-dire qu'on passe des commandes directement auprès de l'industrie, et ça vient alimenter l'effort de guerre ukrainien. Donc ça pose une question ici, partant de ce principe-là. Les commandes en fait sont passées soit par les Ukrainiens directement pour une petite partie, soit c'est les États européens qui commandent pour les livrer après à l'Ukraine. Donc il y a une demande qui s'adresse à l'industrie française, et il y a un enjeu d'adaptation de l'outil industriel français. Ce qui est intéressant de noter, c'est que en dehors de quelques exemples que je citerai juste après, l'industrie française, elle ne s'est pas vraiment adaptée à cette nouvelle donne. Aujourd'hui, les commandes qui ont été passées dans les grands types de matériel, en dehors de quelques-uns que j'évoquerai juste après, n'ont pas vraiment évolué. Il n'y a pas eu beaucoup plus de commandes, et donc l'outil industriel, c'est pas forcément largement adapté. Je pense au Rafale, par exemple. On voit qu'il y a des enjeux, mais il n'y a pas une ligne de production supplémentaire. Et ça, c'est comme un espèce de hiatus, parce que le président de la République a parlé d'économie de guerre en 2022 au moment du salon Eurosatory. Et quand on parle d'économie de guerre, on s'attend à avoir un volume de production beaucoup plus important, et en fait, ce n'est pas le cas. La loi de programmation militaire 2024-2030, qui prévoit un certain nombre de choses, budgétairement, ne prévoit pas de commandes supplémentaires. Donc il y a une adaptation qui est lente. Quelques chiffres quand même où ça a relativement bien évolué, et ça c'est un des effets de l'adaptation de l'outil industriel par rapport aux besoins en Ukraine. Entre autres choses, c'est dans certains secteurs comme les missiles, l'artillerie, les munitions, où là il y a eu des effets assez importants. Le missile Aster qui sert par exemple pour la défense sol-air, on est passé de 42 mois de production entre la commande et la livraison à 18. Sur les Mistral, pareil pour les missiles sol-air, mais plutôt de courte portée, on est passé de 40 mois à 15 mois. Sur les obus, il y a aussi des effets de canvas de production. On est passé de 5000 obus par mois produits au début de la guerre à aujourd'hui, on est à 15 000.
Donc on a fait x3, bah c'était oui. quand même assez important. Sur les canons d'artillerie, les fameux canons César qui ont été largement évoqués, au début de la guerre, on était sur 2 canons produits par mois par l'industriel. Aujourd'hui, on est à 4 fois plus, ça fait 8. Alors on pourrait se dire 8, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même un effort industriel significatif. Deux réflexions générales par rapport à ça, et je terminerai. C'est on voit bien que la France, elle est petite individuellement pour fournir une aide à l'Ukraine. Si l'entreprise qui s'appelle les Forges de Tarbes, qui fait les obus, maintient sa cadence, elle est capable de fournir 15% du stock qui a été promis par Thierry Breton il y a 2 ans en termes d'obus. Donc on voit bien que la France seule ne pourra pas soutenir l'effort, en tout cas dans l'état actuel de son industrie de défense, ne pourra pas soutenir l'effort de guerre ukrainien. Deuxième réflexion peut-être plus générale, c'est une espèce de décalage entre les ambitions très élevées portées par l'exécutif en termes de politique de défense et les moyens alloués à la défense nationale. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un enjeu majeur, parce qu'on voit qu'il y a une forme d'écartèlement. On veut faire beaucoup de choses, à la fois pour nous-mêmes, mais pour soutenir les Ukrainiens, être un pilier indispensable au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne, même s'il y a des doutes effectivement au sein de l'OTAN. Mais vous parlez des moyens actuels, pardon, vous parlez des moyens actuels ou vous parlez de ce qu'on projette déjà? Déjà les moyens actuels. Oui. En fait, on est présent en France, en Europe, en Indo-Pacifique, avec un volume de forces armées qui est limité. Et on va faire beaucoup de choses avec des moyens humains, mais aussi des moyens budgétaires, puisque c'est ça aussi qui importe, qui sont assez limités d'une puissance moyenne. Et donc il y a un décalage entre des ambitions mondiales, en quelque sorte, et des moyens qui sont, somme toute, de puissance plus limitée, on va dire. Je ne dirais pas puissance régionale, mais en tout cas, on voit bien qu'on n'est pas dans la cour des grands de ce point de vue-là. Merci. Oksana Menichouk, pour vous, est-ce que l'Europe peut répondre aux besoins de cette guerre? Je pense que vous allez me dire oui, mais voilà, de ce que vous voyez, des entretiens que vous voyez avec les différents dirigeants européens. Vous savez, j'aimerais bien vous dire une chose très importante à mon regard. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de l'aide qui compte. Je vais vous donner une image qui circulait beaucoup ces derniers temps dans les réseaux sociaux en Ukraine. Il y a un couple, il y a une femme, un homme. Une femme, c'est un Ukrainien, et un homme qui la demande, il dit « Écoute, je t'ai donné seulement 19 missiles, tandis que l'autre, il t'a donné 200, mais tu as préféré moi. Pourquoi ?» Et la fille, ukrainienne, dit « Parce que l'autre, il a eu 600 missiles, il m'a donné 200, tandis que toi, tu as eu 19 missiles, et tu m'as donné 19. » Vous voyez ? C'est ça aussi. Il est très difficile d'exagérer si on dit que les canons César, c'était un armement décisif au début de la guerre. Ce sont les canons qui un peu tournaient la page de la guerre en faveur de l'Ukraine. Puis, vous savez... on rappelle un petit peu ce que sont les canons César, si vous voulez bien, Julien. C'est des canons d'artillerie et semble-t-il, je suis parti hier, donc je garderai bien d'avoir un avis définitif, mais ils ont un avantage par rapport à d'autres, c'est qu'il est très mobile. Et donc en fait, il peut tirer 6 coups à la minute. Une fois qu'il a tiré ces 6 coups, comme c'est monté sur un camion, il peut très vite se replier, et ce qui évite de prendre une salve en riposte. Et donc ça a une certaine valeur par rapport à d'autres canons d'artillerie qui sont beaucoup moins mobiles. Donc les canons César sont connus par les Ukrainiens. Ah, vous savez, il y avait même le petit vidéo qui était distribué aussi dans les réseaux sociaux, les canons César avec les chansons en français pour remercier les Français pour les canons César. Donc ça, c'était la première chose. Dès le premier jour de la guerre, j'étais témoin de le fait qu'il y avait le matériel, comme on disait à l'époque, qui partait en Ukraine tout de suite. Il faut dire aussi que les militaires français n'aiment pas parler trop dans les médias sur l'armement et tout ce qu'ils font pour les autres, ce qui fait la grande différence de la France, parce qu'il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui font. Donc les Français font plutôt que parler, et on n'aimait pas beaucoup dévoiler combien de missiles, combien de obus on fournit, mais je peux vous dire que je suis réfugiée et j'étais accueillie par une famille dans les alentours d'Orléans, où il y a une grande usine française d'armement. Et comme j'ai vécu 15 premiers jours dans les caves à cause des bombardements, on a appris avec ma fille de différencier les bruits des avions.
si c'est l'avion de chasse, si le bombardier. Et là, chaque 4 heures du matin, je m'étais réveillée de ce bruit que je connaissais. Et quand j'ai demandé à mes amis français, mais c'est quelque chose que je pense ou je rêve? Elle dit, c'est quelque chose que tu penses. Parce qu'en fait, c'était les avions militaires français qui fournissent chaque matin, à 4 heures du matin, il y avait le départ des avions avec l'armement. Donc, et ça, c'était très, très important parce que les autres pays, ils ont été beaucoup plus lents pour commencer à nous livrer cet armement. Et aussi, une chose très importante, quand la guerre s'éclatait, c'était la France qui était présidait l'Union européenne. Et c'est grâce à votre Parlement, tous les chefs des parlements de l'Europe, ils ont été réunis à Paris. Et le 25 février, ça veut dire le lendemain du début de la guerre, toutes les décisions majeures de l'Union européenne étaient prises ici à Paris. Et comme on voit bien, cette flambeau de liberté que Paris tient toujours, et pour les Ukrainiens, France, c'était toujours une image, un exemple pour notre lutte, pour notre liberté et la démocratie. Cette flambeau, la France, Paris tient jusqu'à aujourd'hui. Florent Parmentier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce rôle de la France? Eh bien, pour commencer, effectivement, je reprendrai l'image des canons César, qui non seulement effectivement peuvent se mettre sur des camions, mais aussi sur des bateaux. Et lors d'une des premières batailles importantes qui s'était passée en mer concernant l'île aux serpents, eh bien, l'un des facteurs qui a permis de repousser l'attaque russe sur l'île aux serpents, c'était précisément en fait le fait de, le mariage entre le canon César qui a son efficacité propre et qui est reconnu pour cela, et d'une forme d'audace qui a consisté à mettre sur des bateaux donc ces canons. Et donc là, on a quelque chose effectivement qui résume en quelque sorte les 3 ans de guerre, à savoir malgré une pression étouffante, constante, terrible, eh bien le mariage entre finalement des armements qui peuvent être décisifs, une ingéniosité locale qui a permis notamment à l'Ukraine de neutraliser la force de la Russie dans la mer Noire, qui n'était pas du tout gagnée au début de la guerre, eh bien, est quelque chose qui est frappant. Si je regarde le soutien français, il faut l'analyser dans ses différentes dimensions. Naturellement militaire, je ne reprendrai pas ce que sont très bien dit M. Matzar et Oksana Melnichuk. Il y a également donc, le soutien financier, c'est tout à fait vrai. Il y a en ce qui concerne, eh bien au-delà du militaire, il faut articuler ça avec du renseignement. Et puis également, et c'est l'un des éléments du soutien du rôle français, particulièrement aujourd'hui dans le cadre du second mandat de Donald Trump, c'est le soutien politique et diplomatique que la France peut lancer, pas toute seule, mais on a pu voir avec ce début, en tout cas le second mandat de Donald Trump, un rapprochement franco-britannique tout à fait net, et notamment pour eh bien pousser dans le sens de la défense de l'Europe, avec l'idée que la défense de l'Europe commence en Ukraine, avec peut-être 2 éléments complémentaires. La France, effectivement, dans ce soutien politique et diplomatique, ira en essayant eh bien, de fédérer la plus large coalition, très souvent plutôt des États européens d'ailleurs que des institutions bruxelloises. L'idée étant que la défense, c'est une prérogative des États, mais il faut très certainement regarder de plus près dans ce qui est proposé dans les plans de la Commission européenne, dont beaucoup de choses sont intéressantes, et on a entendu notamment la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, eh bien parler d'un plan de soutien de 800 milliards d'euros. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au-delà des effets d'annonce et bien d'un soutien qui peut être monétairement très important, ne pas perdre de vue 2 points. Peut-être je m'arrêterai là pour ce premier tour de table. D'abord, l'état final recherché que les Européens souhaitent faire par rapport eh bien, au front russo-ukrainien, à un moment où, effectivement, les livraisons d'armes de la part des États-Unis, les livraisons de renseignements des États-Unis vers l'Ukraine, se font plus incertains. Ça, c'est la première idée, effectivement, essentielle. Quel est l'état final recherché que nous souhaitons obtenir dans le cadre d'un cessez-le-feu, d'une négociation ou de l'évolution du conflit plus largement? Et à cet état final recherché, c'est-à-dire l'objectif final que nous cherchons poursuivi, qui doit être plus largement partagé dans la coalition d'États européens qui sont en soutien de l'Ukraine, la question est également celle des méthodes et celle de la cohésion des différents systèmes d'armement qui ont pu être livrés à l'Ukraine,
Mais les méthodes, en ce qui concerne ça plus spécifiquement, c'est notamment se demander, à partir des financements européens, finalement, comment et avec quelle capacité d'évaluation on peut faire, en quelque sorte, des fonds qui sont alloués, sachant que les Européens dépensent déjà en matière militaire, mais que leurs dépenses n'est certainement pas optimisée. On peut assez facilement démontrer que l'un des problèmes de l'Europe est précisément peut-être un défaut, une volonté de ne pas penser collectif, la défense de l'Europe. Je parle de défense de l'Europe ici plus que de défense européenne. Et cette défense de l'Europe suppose effectivement une sorte de répartition des charges, des pouvoirs, et tout simplement de savoir effectivement comment soutenir au mieux l'Ukraine dans la période actuelle. Oksana Melnichuk, vous le confirmez, il y a vraiment les Français, les Britanniques derrière le président Zelensky? Mais oui, bien sûr. Vous savez... Face à Trump. Face à Trump, oui. Malheureusement, vous savez, c'est très difficile même de vous transmettre les sentiments qu'on a eus quand il y avait cet détournement dans les rapports des Alliés, parce que je disais toujours que la solidarité du monde, ce sont les ailes de la résistance ukrainienne. Et bien sûr, on a compté beaucoup sur les Américains parce qu'ils ont vraiment donné une aide assez importante. Mais ce n'est pas même en qualité de l'armement, mais plutôt dans le poids diplomatique dans le monde, parce que c'était une sorte de dissuasion des Russes aussi, de savoir que les Américains de notre côté. Ça pouvait calmer les choses, parce que vous savez, dans le protocole nucléaire, dès qu'il y a les menaces ou quelque chose comme ça, les présidents s'en parlent. Et quand les présidents comme Biden ou comme Macron parlaient avec Poutine, c'était pas pour parler juste entre les gentlemen, non, c'était pour leur rappeler qu'ils ont, et Biden et Macron, ils ont l'armement nucléaire. Donc, bien sûr, ce poids américain était très important, et quand ils ont tourné le dos, on a eu le même sentiment qu'on a eu le 24 février 2022. Donc, on a revécu le début de la guerre, si vous voulez. Et le fait qu'il y avait cette mobilisation rapide, immédiate, de M. Macron et de Starmer, ça c'était un soulagement incroyable. Vous savez, c'est comme si on a déjà gagné la guerre. Vous ne pouvez pas même imaginer à quel point ça a réjoui les Ukrainiens et comme on a trouvé un autre souffle, parce que tous les événements après, c'était né que la démonstration de force de l'Europe. Et on a en fait découvert que l'Europe, elle est beaucoup plus forte qu'on y pense. Monsieur Malizard, est-ce que vraiment nos industries sont en train d'évoluer, nos industries de défense, avec la guerre en Ukraine? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une adaptation, comme j'ai évoqué dans certains domaines, qui a été impressionnante, mais on part d'un niveau assez bas finalement. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on paye aujourd'hui, entre guillemets, 30 ans de désindustrialisation et un effort budgétaire dans la défense qui est assez limité et qui aujourd'hui est aux alentours de 2% du PIB, là où il était plutôt aux alentours de 3 à la fin de la guerre froide et plutôt autour de 4 en moyenne durant la guerre froide. Et donc l'outil industriel de défense, il est intimement lié aux moyens qu'on avait consacrés, beaucoup plus importants durant la guerre froide que maintenant. Aujourd'hui, à partir de 2015, en fait, on voit qu'il y a une adaptation qui est assez lente. Il y a des commandes supplémentaires, même si elles sont trop peu nombreuses, je l'ai évoqué. Et l'idée, c'est de monter progressivement en cadence. La question, c'est que dans ce contexte-là, cette adaptation, on voit qu'elle est lente. Ça prend du temps. Les programmes d'armement, c'est des programmes qui s'inscrivent sur une temporalité qui est extrêmement lente. C'est des décennies, en fait. Et augmenter les cadences de production, eu égard à l'urgence, on voit bien qu'il y a un décalage, en fait, entre des besoins qui sont très urgents et des cadences de production qui montent progressivement, mais qui ne suivent pas forcément la demande. C'est ça. Est-ce qu'il y aura... il y a le court terme. Est-ce qu'à court terme, on peut fournir? Est-ce qu'à court terme, on peut remplacer les États-Unis? C'est compliqué parce que les États-Unis, même pour les États-Unis, en fait, aujourd'hui, ils étaient dans une logique où ils avaient donné beaucoup de stocks. Ils ont vendu beaucoup de choses de manière d'occasion par exemple, à la Pologne qui a remplacé un certain nombre d'équipements par des matériels plus modernes, notamment américains.
mais il n'y a plus vraiment de stock. Donc aujourd'hui, quand les Américains fournissent de l'aide militaire, c'est de l'aide militaire qui passe directement auprès des industriels américains qui ont en fait les mêmes problématiques que les Européens en termes de cadence, sauf qu'on est sur un marché qui est 3 fois plus gros que le marché européen et le marché américain qui est en plus de ça unifié. Mais donc la difficulté des Européens, elle est double. On part d'une situation où on est individuellement petit, beaucoup plus petit que les États-Unis, ce qui fait qu'en termes de taille, on voit qu'on a du mal à rattraper. Et on est dans une situation où on est fragmenté. Et cette fragmentation, elle est délétère, parce qu'aujourd'hui, quand on a livré des matériels terrestres à l'Ukraine, on a livré en petite quantité des matériels qui sont très différents. On a parlé de l'artillerie, mais c'est vrai sur les véhicules blindés, sur tout type de matériel. Et ça nécessite aussi, vu de l'Ukraine, aussi une adaptation par rapport à tous ces stratégiques, en fait. Comment la maintenance est plus compliquée, parce qu'on est des petits parcs. Et donc, il y a un enjeu de fragmentation pour les Européens ici qui est extrêmement compliqué à contourner, mais qui est vital si jamais on veut avoir la taille critique. Monsieur Parmentier, vous parliez de la volonté politique. Quel est le rôle de la France, notamment dans cette coalition des bonnes volontés, et le rôle de la France aussi au niveau européen? Est-ce que c'est une locomotive pour l'aide à l'Ukraine? Après, je prendrai des questions dans la salle. Je vous interromps 2 secondes. Après, je prendrai des questions dans la salle et aussi sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas. #Printemps de l'écho, et puis on va prendre vos questions. Le rôle de la France. Si on regarde les choses, la politique française, on va dire depuis plusieurs décennies, en matière d'intégration européenne, c'est de soutenir l'émergence, en quelque sorte, d'un pôle européen au sein de l'Alliance transatlantique. Et ça, en fait, eh bien, on a pu voir The Economist, qui d'habitude n'est pas, on va dire, le journal le plus enclin ou le plus suspect de francophilie, eh bien, annoncer finalement que l'Europe était de manière croissante française. Ce qu'il voulait dire par là, c'était eh bien, que les thèmes qui ont longtemps été portés, et pas toujours de manière cohérente ou conséquente par ailleurs, par la France, celui d'autonomie stratégique, et cela dès le premier mandat d'Emmanuel Macron, celui de souveraineté européenne, parfois plus ou moins synonyme, eh bien, ces thèmes qui ont été portés par la France pendant plusieurs décennies trouvent en quelque sorte aujourd'hui des circonstances extrêmement favorables, dans la mesure où il y a à la fois ce contexte de la guerre en Ukraine et puis la volonté de plusieurs Européens, ou en tout cas une forme de choc cognitif de la part des Européens. Pensez par exemple à cette première ministre danoise qui bien s'étonnait en fait que Donald Trump souhaite piquer le Groenland, en se disant en fait qu'ils ont toujours été de bons alliés, et donc il était inconcevable en quelque sorte que Donald Trump puisse le réclamer. Depuis, il l'a fait à plusieurs reprises. Donc le rôle dans ces cas-là de la France est un rôle assez particulier. La France n'a pas vocation à remplacer les États-Unis dans le cadre de l'Alliance, mais disons que s'il fallait prendre une métaphore, je dirais que pour beaucoup d'Européens, eh bien, il y avait une sorte de relation filiale paternelle avec les États-Unis, et qu'aujourd'hui, ils sont obligés de remettre au fils aîné un peu grunge, la France en l'occurrence, qui a plein de choses sur le terme militaire, très souvent en termes échantillonnaires, qui a une capacité de force de frappe nucléaire, mais pour autant a ses propres vulnérabilités, ses propres fragilités. Dans ce cadre-là et dans ce contexte-là, si vous me permettez cette métaphore, eh bien, le rôle de la France peut-être est double ou triple, si vous voulez. Il y a clairement un élément militaire, à savoir, il y a plusieurs choses que les Français sont capables de faire, mais ça a été très bien dit au tout départ. Les capacités de production françaises vont mettre du temps c'est inévitable, vont mettre du temps. L'économie, le temps industriel n'est pas le temps politique. Et de ce point de vue-là, mettre en place des lignes de production, ça peut prendre plusieurs années. On sera probablement à un pic de forme en 2030, il faut espérer que nous n'ayons pas à nous en servir plus tôt. Donc il y a une dimension d'industrie, d'économie de la défense que M. Maillard connaît beaucoup mieux que je ne peux le connaître. Deuxième élément français, le rôle diplomatique. Membre du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que le Royaume-Uni. Il y a donc de la part de la France un rôle spécifique. Et on voit une forme non pas de répartition des rôles sans doute, mais enfin de rapprochement franco-britannique qui se passe notamment par, on a pu le voir, l'organisation de conférences interétatiques dans lesquelles on invite un certain nombre d'acteurs européens
Et dans ce cadre-là, la France a pleinement son rôle diplomatique à jouer. Il y a un dernier rôle peut-être que la France peut tenir qui serait en quelque sorte de l'ordre du symbolique. Mais le symbolique a des effets politiques. Autrement dit, c'est la question de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler des récits, mais en fait ce qu'on appelle aujourd'hui surtout des narratifs, à savoir eh bien, qu'un certain nombre de narratifs aujourd'hui peuvent jouer en faveur de la Russie. Ces narratifs, eh bien, disant en substance qu'il n'est peut-être trop tard pour soutenir l'Ukraine, donc il vaut mieux l'abandonner et passer à autre chose. La France se positionne précisément pour essayer de tordre le cou à un certain nombre de ces narratifs. Et c'est également un élément important. Le narratif, c'est un peu, on va dire, quand on pense à cette visite de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, il y a à la fois des éléments militaires qui sont échangés, mais il y a clairement des enjeux symboliques. On a bien vu comment les dirigeants américains étaient là pour en quelque sorte eh bien, faire du portrait de Volodymyr Zelensky, non pas le héros de la guerre qui s'est hissé dans la défense du pays en restant à Kiev le 24 février 2022, mais plutôt, effectivement, on a senti dans le bureau ovale la volonté de faire le portrait de M. Zelensky comme quelqu'un de plutôt ingrat. Il faut se souvenir des mots extrêmement violents de Julie Vance, qui demande est-ce que vous avez déjà dit merci, que Volodymyr Zelensky a dit des dizaines de fois. Et donc, à travers ça, on sentait qu'il y avait des enjeux de politique interne qui étaient extrêmement présents dans le bureau ovale. On sentait que le cible final n'était pas Volodymyr Zelensky, mais probablement des règlements de compte à l'intérieur des États-Unis entre les démocrates et les républicains. La France, là-dessus, peut avoir un rôle spécifique et important au niveau européen, consolider en quelque sorte les soutiens à l'Ukraine et permettre dans ce cadre eh bien, de mettre en place une politique européenne et accompagner une montée en puissance européenne des Européens en matière de défense. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Là, il y a un jeune homme qui voudrait poser une question. Profitez-en, vous avez des intervenants de qualité, allez-y. Est-ce que vous pensez que face à la perte du poids donc de la menace américaine vis-à-vis de la Russie dans la guerre en Ukraine, il serait pertinent de livrer donc des armements plus offensifs à l'Ukraine? Jusqu'ici, la France a par exemple livré des Mirage 2005F. Néanmoins, ceux-ci sont plutôt à des vocations défensives. Ils sont limités par exemple à des missiles ASL-30 qui sont limités à 10 km de portée. Cela ne permet donc pas à l'Ukraine d'instaurer une véritable menace sur la Russie et possiblement donc d'obtenir une monnaie d'échange dans le cas d'une fin de la guerre, tandis que par exemple la Pologne a livré des F-16 Viper équipés par exemple de missiles AIM-120 ou AGM-158, ce qui permet à l'Ukraine d'avoir un moyen de pression beaucoup plus important sur la Russie, qui permet potentiellement donc de frapper en territoire russe, mais aussi de mettre en défaut l'aviation russe, ce qui n'est pas le cas de l'équipement livré par la France. Est-ce que donc vous pensez que la livraison d'un tel équipement serait pertinente, si ce n'est indispensable, de la part de la France ? Est-ce qu'on veut et est-ce qu'on peut fournir de l'équipement plus offensif? Monsieur Balizard. Je suis peut-être pas la bonne personne parce que je pense que c'est une question politique évidemment là-dedans dans les dons et auquel cas je ne saurais pas y répondre. Est-ce qu'on en a les moyens déjà? En fait, on en fournit, on en produit. Il y a des choses qu'on a fournies à l'Ukraine qui sont des missiles longue portée Scalp, Storm Shadow. Donc il y a déjà eu des matériels qu'on pourrait appeler offensifs. Après, il y a un enjeu à court terme pour l'Ukraine, me semble-t-il, et je pense que vous êtes mieux placé pour y répondre, mais il y a un enjeu aussi de défense antiaérienne qui est très important pour l'Ukraine, et l'enjeu du Mirage 2000 n'est pas tant d'aller faire des frappes à la profondeur sur le territoire russe. Il y a des drones ukrainiens qui arrivent très bien à le faire, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose qui a cette allonge-là, mais il y a aussi un enjeu surtout de défendre par rapport à des attaques continue de missiles russes sur des infrastructures, y compris des infrastructures civiles, de protection, de défense du ciel aérien, du ciel ukrainien. Et de ce point de vue-là, le F-16, le Mirage 2000 répond bien à la demande. Après, est-ce que d'un point de vue politique ou militaire, il s'agit d'aller frapper plus loin la Russie pour essayer d'obtenir plus de concessions? Les Ukrainiens n'ont pas eu besoin de Mirage 2000 non plus pour envahir la région de Koursk.
Donc on voit bien ici qu'il y a une question un peu rhétorique aussi des armes offensives, défensives. Tout dépend de l'usage qu'on veut bien en faire. Et il y a une forme aussi d'adaptabilité, d'innovation de la part des Ukrainiens, d'avoir réussi à utiliser des équipements au-delà de pourquoi on est pensé designer initialement. Donc je suis un peu sceptique sur cette distinction, même si je comprends le sens de votre question par rapport à ça. Je pense qu'elle est un peu artificielle, c'est-à-dire que les armes servent à une mission spécifique, qu'elles soient offensives ou défensives. Là n'est pas le sujet à mon avis. Madame Enichouk. Oui, vous savez, le terme l'arme offensive ou l'arme défensive, il est très artificiel et c'est une invention plutôt politique parce que l'arme, par sa nature, il est offensif. Donc il y a les opérations de défense et l'opération offensive, mais l'arme en soi, il est offensif. De quoi l'Ukraine a besoin aujourd'hui? Et dès le départ de la guerre, si vous vous souvenez, on a parlé tous, et notre président en tête, couvrez nos ciels, couvrez nos ciels, couvrez nos ciels. Qu'est-ce que ça veut dire couvrir le ciel? C'est assurer cette protection antiaérienne dont vous avez parlé. Pour protéger le ciel de l'Ukraine, il nous faut 400 avions. C'est pour couvrir tout le ciel de l'Ukraine. Dans le programme de réarmement de l'Europe qui a été voté récemment par le Parlement européen, et il y a 120 avions qui sont déjà prévus dans ce programme pour couvrir la partie occidentale de l'Ukraine et Kiev comme la capitale. Notre général Zaloujny, qui était le premier commandant en chef dès le début de la guerre, il a fait plusieurs articles sur les stratégies de la guerre et sur l'armement. Il a dit que les avions, c'est l'armement de la victoire. Et qui va nous fournir cet armement, ça va être la plus grande gagnante dans cette guerre. Pour le jour d'aujourd'hui, la quantité des avions qui sont présentes déjà dans le ciel ukrainien, ce n'est pas affiché, on ne connaît pas. Hier, notre président il a annoncé qu'il y a un nouvel groupe des avions F-16 qui vient d'arriver en Ukraine. Donc, on est maintenant dans la stratégie d'ambiguïté pour que notre adversaire ne sache pas combien d'avions et combien de défenses antiaériennes on a, parce que la défense antiaérienne, c'est le pivot de la guerre aujourd'hui. Dès que l'Ukraine puisse couvrir le ciel et défendre les objectifs, les cibles, comme disent les Russes, civiles, on pourrait vraiment avancer sur le front. Aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas besoin de l'armement occidental pour atteindre les cibles militaires en profondeur de la Russie. Le menu des missiles ukrainiens aujourd'hui il est composé par 4 types de missiles différents, donc le portée pouvait atteindre déjà presque 10 000 km, c'est énorme, sans parler des drones. Donc on épargne nos alliés européens de cette menace d'être accusés des co-belligérants dans cette guerre, mais c'est vrai que la livraison de tout ce qui est la protection antiaérienne et avions même, c'est vital pour que l'Ukraine gagne dans cette guerre. Monsieur Parmentier, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais aller dans le même sens en fait que ce qui a été dit. À mon sens, pour répondre à cette question, il y a 3 points à prendre en compte. Le point militaire. Le point militaire, c'est si on a besoin d'armes qui frappent plus loin, quelles sont les cibles? Si ce sont des raffineries, c'est précisément en fait l'enjeu du cessez-le-feu qu'a essayé de pousser Donald Trump, qui ne veut pas dire que la Russie respectera son élément, mais Donald Trump pourrait voir là un argument assez facile pour en quelque sorte accuser l'Ukraine et lui faire porter des responsabilités qui pourraient légitimer de son point de vue, et de son point de vue seulement des formes de politique anti-ukrainienne. Donc il y a une dimension militaire, quelle cible et pour faire quoi? Si vous n'avez pas d'état final recherché spécifique par rapport à ça, il faut se demander si c'est vraiment la priorité par rapport à, encore une fois, des armes plus défensives de protection des vulnérabilités critiques de l'Ukraine. Deuxième élément, il y a un élément symbolique, et cela a été dit par Oksana Melnichuk, c'est naturellement la question de la co-belligérance, dont on a énormément parlé au début de la guerre. Et en quelque sorte, effectivement, ça remettrait une pièce dans ce disque. Troisième élément, et peut-être plus important, ce qu'il faut à présent comme garantie de soutien de l'Ukraine,
c'est la question des garanties de sécurité. Quelles sont les réelles garanties de sécurité qu'ils offront à l'Ukraine, sachant que les États-Unis, aujourd'hui, ne sont plus dans une démarche, en fait, selon laquelle eh bien, l'Ukraine entrera dans l'OTAN. Donc, quelle est cette garantie? Quelles sont ces garanties de sécurité? La réponse ne sera pas simple. Qui permettrait, en quelque sorte, eh bien, que le plus jamais ça ne se réalise. C'est peut-être davantage là-dessus, en fait, que les Européens peuvent se concentrer, précisément parce que ça fait partie des attentes du partenaire ukrainien. Alors, y a-t-il d'autres questions dans la salle? Là, le jeune homme, 2 questions là-bas et là-bas. Et après, on prendra une question sur les réseaux sociaux. Tout en haut. Oui, donc c'était pour savoir si dans la perspective d'un désengagement des États-Unis dans le conflit, ce qui est déjà un peu le cas, est-ce qu'on pourrait envisager l'établissement d'une armée européenne? Et si oui, est-ce que ça prendrait la forme qu'on entend, c'est-à-dire sa structuration conventionnelle sous un pavillon européen? Est-ce que ce serait plutôt, comme ce qu'ont pu faire les Américano-Britanniques pendant la guerre, une sorte de courroie de commandement, ce qui ne priverait pas les pays européens de leur souveraineté sur leurs forces armées? Alors, l'armée européenne, alors là, on entre dans le dur aussi. C'est un sujet délicat. Alors, il y a l'armée européenne pour défendre l'Europe et l'armée européenne pour intervenir en Ukraine. Ta question, c'est sur laquelle? Vas-y, dis-moi, puis je vais répéter. Une armée organisée sous bannière européenne. Monsieur Balizard, vous avez un élément de réponse? Alors, déjà un élément de réponse juste sur l'Europe en tant que telle. Il y a une disposition du traité du TFEU, du traité de fonctionnement de l'Union européenne, l'article 42.7, qui prévoit déjà une mise en œuvre de défense collective qui a été levé une seule fois, cet article, par la France en 2015 au moment de l'attentat. Donc c'est la même logique que l'article 5 de l'OTAN dans sa formulation, dans sa philosophie. C'est-à-dire, vous pouvez expliquer? Donc en fait, c'est l'idée que s'il y a une attaque contre un État de l'Union européenne, c'est une attaque contre tous. Et donc chacun doit y contribuer dans la mesure de ses moyens. Et donc c'est bien donc il y a bien une réponse collective, mais chacun y contribue à la hauteur de ce qu'il est capable de contribuer. Et ça, c'était la discrétion des États, en fait. Donc ça existe, il y a des dispositions. Il y a déjà, en parallèle de ça, il y a déjà des opérations qui sont menées sous la bannière de l'Union européenne. Et là, une nouvelle fois, c'est bien les États membres qui fournissent des capacités pour faire des opérations. Une des plus célèbres, c'est celle de lutte contre la piraterie au large de la Somalie. Donc il y a bien des dispositions européennes qui existent. Après, est-ce qu'il y a une armée européenne au sens où c'est bien un commandement européen? Donc globalement, on voit que ça, c'est un enjeu politique qui est pour l'instant indépassable pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'un jour on n'y arrivera pas, mais globalement, aujourd'hui, la défense reste une prérogative des États membres et je ne vois pas, en l'état actuel de l'état politique de l'Europe, quelque chose qui permettrait de faire en sorte qu'on se rassemble sous une bannière européenne avec un commandement européen. Madame Menichouk, je voulais juste, si on projette un avenir, parmi les propositions qui étaient faites dans les plans de la paix du président Zelensky, il y avait un petit point en disant que l'armée ukrainienne, qui est l'armée la plus forte aujourd'hui, on a 800 000 personnes qui sont dans cette armée, on a 1 million de gens qui sont mobilisés et 800 000 personnes qui sont dans l'armée engagées en tant que militaires. Donc c'est une force assez importante pour remplacer les forces américaines qui sont actuellement sur le sol européen, et c'était parmi les propositions de Zelensky. Donc je pense que, parce qu'en plus ce sont les militaires qui sortent de la guerre, donc ils sont mieux entraînés, mieux expérimentés, et ça pourrait être la base pour l'armée européenne si on projette un avenir. L'autre question? Ma question, c'était est-ce que la France réagit pour répondre aux critiques selon lesquelles elle serait plus prudente que d'autres pays européens dans son soutien à l'Ukraine? La France est-elle plus prudente que d'autres pays européens, M. Parmentier, dans son engagement à l'Ukraine? Ce qui est certain, c'est que le président Macron
a commencé le début de la guerre en février 2022. Disons que sa cote d'amour en Europe centrale et orientale n'était pas, pour dire les choses simplement, au plus haut. Et on lui a reproché un certain temps d'essayer de convaincre finalement Vladimir Poutine de ne pas intervenir moyennant des discussions qui n'ont finalement rien donné. Et après avoir été en août 2019 tenté de discuter avec la Russie pour parler des garanties de sécurité qui seraient nécessaires et de l'architecture de sécurité européenne. Donc clairement, il y a eu une réorientation de la politique menée par Emmanuel Macron qui a fonctionné dans le sens où précisément en fait aujourd'hui le président Macron est véritablement perçu comme ayant une forme de leadership en Europe sur les questions ayant trait, peut-être pour reprendre la question précédente, plutôt à la défense de l'Europe qu'à une défense, une armée européenne. Ce sont deux choses différentes. Défense de l'Europe suppose que plusieurs armées puissent défendre un territoire donné, en l'occurrence celui de notre continent et de nos institutions politiques. Une armée européenne est un changement institutionnel important et probablement plus difficile à mettre en place. Une fois qu'on a ces différents éléments-là, peut-être que pour différentes raisons, la France n'a pas communiqué tout ce qu'elle a pu donner. C'est ce qui rend compliqué d'ailleurs l'évaluation. Il y a eu des États qui ont prétendu, pour des raisons de politique intérieure, donner des éléments qu'ils n'avaient pas. La France a peut-être donné des éléments qu'elle ne souhaitait pas communiquer, précisément avec l'idée au tout début de la guerre, que si cette guerre était relativement courte, on ne fait pas de négociations avec des amis, on fait des négociations avec le camp d'en face. Et probablement Emmanuel Macron avait cette idée qui était de se dire que s'il doit y avoir une occasion d'arrêter la guerre au plus tôt, il fallait tenter en quelque sorte le coup. On n'est plus dans ce dispositif-là. Et donc, on peut penser qu'on a peut-être sous-estimé, sous-communiqué au début de la guerre et peut-être plus là. Mais je n'ai pas là-dessus de certitude absolue, c'est plus des retours qu'on a pu avoir qui me laissent penser que les choses sont plutôt sous cette forme-là. Autre question? Il y avait des questions par là. Vous aviez une question? Elle a été posée, très bien. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Tout en haut et aussi juste à côté. Allez. Il y en a là? Ça vient. L'aide financière et militaire à l'Ukraine, est-ce qu'elle est entièrement gratuite ou est-ce qu'il y a une partie qui a vocation à être remboursée après? Et est-ce que vous pensez que si la guerre continue à durer, les pays européens pourront justement demander davantage de contreparties financières? Alors, est-ce qu'il y a des prêts? Est-ce qu'on prête de l'argent? Est-ce qu'on prête du matériel à l'Ukraine? Et est-ce qu'après, il y a une sorte de reconnaissance entre les deux pays? En tout cas, au niveau européen, l'Union européenne a prêté de l'argent à des conditions extrêmement avantageuses pour l'Ukraine, dans la partie de l'aide qui n'est pas militaire à proprement parler, mais qui est plutôt de l'aide économique, humanitaire, etc. On prend sur des États européens pour donner à l'Ukraine, enfin qu'on prête à l'Ukraine, mais à des conditions, une fois, très avantageuses. Il y a quand même une question fondamentale qui n'est jamais abordée, et je pense que c'est aussi un point dans le sens de votre question, c'est une fois que la guerre sera finie, puisqu'elle va bien peut-être se terminer d'une manière ou d'une autre, ce sera peut-être un conflit gelé, enfin, je ne sais pas dans quelle forme ça va prendre, il y a une question de reconstruction de l'Ukraine qui est fondamentale, et il y a la question ça va être extrêmement coûteux, les dommages physiques à l'Ukraine, au-delà des personnes qui sont décédées ou blessées, et les dommages économiques, la destruction de capital, c'est majeur. Et donc ça va prendre du temps, ça va être extrêmement coûteux, et donc ça va être une question qu'il va falloir aussi anticiper, c'est combien de temps ça va prendre, on peut imaginer que ça va durer, mais qui va payer en fait? Parce que l'économie ukrainienne est globalement tenue à bout de bras par une aide économique européenne, mais il faudra penser la suite, et cette suite sera coûteuse. Donc il y a un enjeu de penser ça, et de le penser dès maintenant en fait, puisque il n'est pas impossible que ça se termine relativement vite, et donc penser cette reconstruction pour l'avenir de l'Ukraine. Une autre question. I would like to ask a question in English language.
So I'm very curious to know, how do you think how sincere Trump is to Putin? Do you think is he sincere to Putin, or does he has a different opinion but just plays the game, creating this chaos deliberately? Monsieur Parmentier, vous avez entendu la question? Oui. Est-ce que je dois répondre en anglais ou en français? Sorry, I haven't heard. Can you repeat, Okay. please? I may answer in English Okay. if it's better for you. Basically, I mean, the relations between Donald Trump and Vladimir Putin, actually, we are not in their head. So it means that we can make assumptions that can be proved or not following the various set of events. What we are sure is that probably Donald Trump is not a friend of Mr. Zelensky. And we have seen that already in 2019 when Donald Trump has asked to Mr. Zelensky some elements about the son of Mr. Biden. Hunter Biden, who actually had some position in Ukraine in a Burisma firm. So it's for sure that the relations between Trump and Zelensky are really bad. The relations between Trump and Mr. Putin seems better in many ways. We haven't heard so far the US president criticize the Russian president, which means that there is some kind of relations we do not understand very well to some extent. What is for sure is that it is highly probable that for Mr. Trump, Ukraine is one of the subjects that he has to discuss with President Putin. But I'm not sure that it's even the most important. For the Europeans, we think that Europe should be at the heart of everything because we are very much involved in this. But for Donald Trump, he sees the relations with Russia in a very transactional way. He thinks that he may get with Russia on the Arctic policy, like the northern policy of the US. He probably sees some business opportunities linked with Russia. He probably sees the opportunity for nuclear disarmament. And there are several aspects of relations which now are, blocked due to the war in Ukraine and in the perception of Mr. Trump. So we can assume that he has his own agency. I mean, it's not. I wouldn't say that, it will be very hard to prove that he's a Russian agent. We may say that there are some connections at some point. But Donald Trump, is not like someone who has only relations with one foreign country. He had relations with many foreign countries. So probably there is some identification we may see. There are links that are already well established between the two. And to conclude the whole part, they are probably close. It doesn't mean though that Mr. Putin will, diminish its own goals vis-à-vis Ukraine in its relation with Donald Trump. And it's not sure that for President Trump, Ukraine is, such an important subject, if I may. Merci. Merci. On va prendre la toute dernière question tout en haut parce qu'on a encore 2 minutes. On va essayer de répondre assez rapidement à votre question. Je vous fais courir, pardon. Tout en haut. Allez. Dernière question. Donc moi, ma question, c'était quelles seront les retombées économiques de la défaite ukrainienne pour la France et plus généralement pour l'Europe. C'est-à-dire, vous pensez qu'on va avoir des conséquences économiques si jamais l'Ukraine perd? C'est ça? C'est ça ma question, justement, oui. D'accord. Alors ça, c'est autre chose.
Non, mais, Alors, si on vous va laisser le mot de permettez, la fin à Oksana, voir ce qu'elle en pense. Si vous permettez, vous ne trouverez aucun Ukrainien qui va vous dire qui croit à une défaite quelconque de l'Ukraine dans cette guerre. C'est impossible, parce que si vous supposez que l'Ukraine pourrait perdre, ça veut dire que vous supposez que l'Europe, qui a 500 millions d'habitants, pourrait perdre. La première puissance économique du monde va perdre cette guerre, c'est impossible. Et puis c'est un débat qu'on aura peut-être, mais j'espère pas, mais qu'on aura peut-être dans quelques mois ou quelques années. Mais c'est sûr que de toute façon, les conséquences économiques pour la France, on commence bien sûr à les voir. Vous voyez tout ce qui se discute au niveau budgétaire. Et je pense que vous allez en entendre parler aussi dans les tables rondes qui vont arriver encore cet après-midi et demain. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci à nos intervenants.